à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire important, les 30 ans de PCA-VOB. Par PCA, on entend proposition de contribution alimentaire. Depuis 3 décennies, cet outil est devenu une véritable référence en Belgique pour le calcul des contributions alimentaires pour enfants. Parce qu'au fond, calculer une contribution alimentaire, ce n'est jamais seulement une question de chiffres. Derrière les calculs, il y a des familles, des enfants, des situations parfois délicates et des professionnels qui doivent prendre des décisions, qui doivent les accompagner, ces décisions devant être justes, compréhensibles et bien motivées. Pour mieux comprendre comment cet outil est né, comment il a évolué et pourquoi il est toujours autant utilisé aujourd'hui, nous accueillons Pierre-André Wüstefeld, qui est un des pionniers, un des papas, comme j'aime dire affectueusement, de PCA. Bonjour Pierre-André, et merci Bonjour, d'être avec nous. Pierre-André, je vais commencer par te présenter brièvement. Tu as exercé comme avocat au barreau de Bruxelles pendant 20 ans. Tu as ensuite rejoint le tribunal de première instance de Bruxelles en tant que juge de la jeunesse, pour ensuite terminer ta carrière à la cour d'appel de Mons. Tu as donc la double casquette d'avocat et de magistrat. J'aimerais commencer cet échange en te proposant de définir PCA, puis en revenant aux origines de l'outil, afin de comprendre ce qui a motivé sa création il y a maintenant 30 ans. On y va ? On y va. Je te laisse la parole. Dis-moi, Oui, comment je dirais tout définirais-tu simplement PCA ? que PCA, c'est une calculatrice paramétrée sur la base d'études scientifiques qui ont été réalisées par un chercheur de l'UCL qui s'appelait Roland Renard, ou qui s'appelle toujours Roland Renard, et qui avait été chargé par la communauté française de mettre au point un calcul du budget de l'enfant, parce que la communauté française devait disposer de données fiables pour pouvoir évaluer le budget dont elle aurait besoin pour assurer la prise en charge de tous les enfants placés en famille d'accueil ou en institution. Et donc, les données de Roland Renard n'ont pas été des données récoltées spécifiquement pour les contributions alimentaires, mais des données de manière plus générale qui permettaient d'évaluer le coût d'un enfant pour permettre sa prise en charge optimale. D'accord. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que ce que Roland Renard a évalué, ce sont bien les besoins de l'enfant et non pas les dépenses que chaque famille peut être amenée, parce qu'elle a une certaine notion du confort de son enfant, à effectuer des dépenses qui peuvent dépasser les besoins. Et donc ici, on est sur une notion de besoin qui est identique, je dirais, pour chaque enfant, en fonction du niveau de vie de ses parents. D'accord. Libre après ça aux parents de dépasser ces notions de besoin pour l'adapter à ce qu'il ressent devoir faire pour son enfant. D'accord, c'est une bonne définition, je te remercie. Maintenant, je te propose de voyager dans le temps et de remonter il y a 30 ans. Donc, on retire les cheveux blancs, on gomme les rides et on revient au moment où tu étais finalement avocat. Quelles étaient les principales difficultés auxquelles tu as été confronté ou que tu as constatées dans le cadre du calcul des pensions alimentaires ? Mais la principale difficulté, c'était l'absence totale de données de référence, c'était l'imprévisibilité des décisions, parce que la décision, elle pouvait dépendre du talent de l'avocat, de l'humeur du magistrat, et qu'il n'y avait aucun soutien à la motivation. La motivation classique à l'époque, c'était « il résulte des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que le montant de la contribution alimentaire peut être raisonnablement fixé à la somme de X ». Mais le magistrat n'expliquait pas ce qu'il avait pris en compte, comment il l'avait pris en compte et comment il avait effectué son calcul. D'accord. Et donc les avocats ne pouvaient pas non plus apporter, je dirais, dans la discussion, les éléments pertinents. Et c'est ça qui a été, je dirais, le grand pas en avant que Roland Renard a permis, grâce à l'article qu'il a publié le 1er janvier 1986 dans le Journal des tribunaux, où il plaidait pour une objectivation du calcul des contributions alimentaires. C'était justement de donner un canevas de réflexion, d'obliger, je dirais, à respecter un canevas de réflexion
qui amenait à des résultats cohérents et qui correspondaient aux besoins de l'enfant et aux possibilités des deux parents. Et qu'est-ce que la première version de PCA a apporté? Mais la première version de PCA, mais il faut se reporter 30 ans en arrière, et je vous ai apporté pour cela l'ouvrage qui a présenté PCA et les premières disquettes qui sont des disquettes en DOS C'est euh, formidable. que l'on devait introduire tour à tour dans son ordinateur pour pouvoir effectuer les calculs. Euh, c'est ce, ce point de départ, mais il a quand même fallu 7 ans pour le mettre au point, pour partir de tableurs Excel que j'ai commencé à élaborer en reprenant toutes les données de Roland Renard, et après ça, réussir à mettre ces tableurs Excel en questions qui étaient utilisables par les informaticiens pour aller chercher les données où elles se trouvaient C'est ça. et les mettre en cohérence pour avoir des calculs qui sont des calculs fiables, vérifiables. Et c'est ça le gros intérêt de l'instauration de PCA, c'est que tout était contrôlable et que l'on pouvait, à la limite, voir où l'avocat ou bien où le magistrat s'était écarté de la proposition ou n'avait pas pris en compte les bonnes données. D'accord. Et donc, ça permettait de limiter aussi le taux d'appel éventuellement. Bien sûr. Donc, si je résume, on comprend que PCA est vraiment né d'un besoin très concret qui est d'apporter de la transparence, de la cohérence et surtout de la structure dans des calculs qui sont vraiment complexes. Absolument, et de sortir de l'arbitraire et de ce que chacun avait, selon son vécu, comme image du besoin de l'enfant ou du coût de l'enfant. Très C'est bien. pas encore la même chose, je dis bien avec comme image du coût de l'enfant. Et ce que l'on constatait souvent, c'est que euh, les praticiens sous-estimaient le coût, mais surestimaient la charge. Je veux dire par là que quand on fait le budget d'un enfant et la répartition de son financement, Oui. on se rend compte que le financement, il n'est pas uniquement lié à ce que les parents vont dépenser en direct pour l'enfant, mais il y a aussi les allocations familiales Oui. qui viennent réduire la charge, et il y a le financement important que peut représenter l'hébergement secondaire ou alterné de l'enfant. Il est Je vais évident que quand il n'y a pas d'hébergement, le coût à financer C'est ça. est plus important que quand il y a un hébergement important. Je vais t'interrompre comme ça parce que c'est une partie dont on va revenir un peu plus tard avec peut-être quelques images à ce moment-là. Maintenant, j'aimerais voir en effet comment on utilise l'outil en pratique et d'abord du point de vue des praticiens. Quand un avocat, un médiateur, parce qu'ils en font également, ou un magistrat doit établir ou discuter une contribution, quelle est, d'après toi, encore la principale difficulté qu'il rencontre? Mais la principale difficulté, c'est d'avoir des données fiables Mm. et des données qui vont permettre effectivement d'effectuer un calcul correct par rapport aux données de la situation. Et donc, il faut obtenir prioritairement l'avertissement extrait de rôle, Oui. mais l'avertissement extrait de rôle n'est pas tout, parce qu'il y a des familles où, en plus des revenus, je dirais professionnels, ou des revenus qui figurent sur l'avertissement extrait de rôle, il y a d'autres sources de financement possibles, il y a des revenus mobiliers qui ne figurent pas Mhm. nécessairement, il y a des avantages de tout type, comme par exemple le fait de bénéficier d'un logement qui est mis à disposition par la famille, par exemple. Mais si tu veux, on va peut-être montrer quelques images, comme ça tu peux un peu nous expliquer comment se passe là, le remplissage finalement des données dans l'outil. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut montrer les images, Thibaut? Voilà. Voilà, mais ça c'est le premier écran. C'est l'écran où on va rentrer simplement les données des deux parents, nom, prénom, et on va aussi introduire la région dans laquelle l'un et l'autre sont domiciliés, parce que le budget de l'enfant peut varier selon la région Région. où son ou ses parents sont domiciliés. Et puis, on a la possibilité de définir la période pour laquelle on calcule la contribution alimentaire. Euh, le- Là, on voit ce sont les charges qui sont prises
qui, s- Je- qui sont valorisés chez chaque parent. je suis complètement. Ah oui, non, ça c'est, oui, effectivement, ça c'est le tableau qui permet un peu plus loin, quand on a rentré des données relatives à l'enfant, c'est-à-dire des données relatives à sa date de naissance, les données relatives à ses modalités d'hébergement et les données relatives aux allocations familiales perçues par les parents, eh bien, on a la possibilité de définir quelles sont les dépenses que chacun des parents est amené à supporter à l'occasion de ces périodes d'hébergement. Et donc, c'est essentiellement, on va valoriser là les dépenses que supporte le parent qui n'est pas Voilà. l'hébergeant principal. Voilà. Là, c'est le tableau qui permet d'introduire les données relatives aux ressources de Mhm. chacun des parents, donc revenus professionnels, et puis tous les autres avantages ou tous les autres revenus dont il peut bénéficier. Imaginons une voiture de société, imaginons les chèques repas, tout ça peut être pris en considération. De même que peuvent être prises en considération des charges exceptionnelles, mais qui sont très limitées, des charges auxquelles un parent doit faire face compte tenu d'une situation particulière. Et est-ce que tu as réalisé dans la pratique que finalement le PCA permettait de rendre la collecte de ces informations plus facile et que ça rendait le calcul finalement plus clair pour toutes les personnes concernées? Mais c'est-à-dire que le gros avantage de PCA, c'est qu'on va pouvoir expliquer aux justiciables pourquoi on a besoin de telle ou telle Mhm. donnée et ce qu'elle va permettre de, de définir comme périmètre de ressources et de manière équitable pour les deux, puisqu'on va Mhm. prendre la même chose en On compte compte ça. chez chacun des deux. Très bien. Parmi toutes les fonctionnalités de PCA, est-ce qu'il y en a une qui te paraît vraiment plus utilisée, plus appréciée par les utilisateurs? Mais je pense que la principale, le principal apport de PCA, c'est le tableau de synthèse Mm. qui permet de mettre en évidence tous les éléments qui ont été pris en considération en toute transparence, Oui. puisqu'on voit bien ce qu'on a retenu comme revenus, quels sont les enfants qui ont été pris en Est-ce qu'on peut considération. montrer le tableau de synthèse? On en a un justement, comme ça Euh, on illustre parfaitement ce que non, c'est pas celui-là. c'est la suivante. Voilà. Voilà. Ben voilà, le tableau de synthèse. Oui, on a une synthèse abrégée au départ qui va permettre de montrer quels sont les revenus de l'un et de l'autre qui ont été pris en considération, quelles sont les allocations familiales, quel est le coût de l'enfant qui a été budgétisé et comment ce coût de l'enfant va être réparti entre les deux parents. Et puis on a une synthèse plus détaillée en dessous qui, elle, euh, reprend effectivement l'ensemble des éléments qui ont été introduits dans le logiciel et l'ensemble des calculs qui ont été faits. Très bien. Ce qui ressort tout ça, en fait, c'est que PCA, en fait, ne va pas se contenter de produire un résultat chiffré. Il va aussi aider les professionnels à structurer leur raisonnement, à expliquer leurs conclusions, à donner des informations. Ça nous amène en fait à une grande obligation maintenant qui a lieu, qui est la motivation juridique, donc la modification de l'article 1321 du Code judiciaire qui va imposer de motiver les décisions relatives aux contributions alimentaires. Comment est-ce que PCA aide concrètement les professionnels à répondre à cette exigence? Mais il faut déjà avoir conscience que ce que le législateur a exigé au niveau de la motivation, c'est tout ce que PCA permettait déjà d'offrir. Et donc, le législateur, il a été amené, suite au débat parlementaire, à considérer que ce que PCA et donc ce que C'était Roland Renard avait C'était pris en considération était le minimum de ce qu'il fallait dans une motivation. Et donc, le tableau de synthèse que nous venons de voir va permettre, mais soit à l'avocat quand il doit conclure, soit au magistrat quand Il doit il doit décider. prendre une décision, soit au notaire ou au médiateur lorsqu'il concilie des parties sur la question alimentaire, Mhm. eh bien, ils vont permettre d'asseoir la motivation, d'asseoir le raisonnement et de justifier le montant de la contribution alimentaire qui est allouée. Et tu as senti qu'au niveau des parents, finalement, ça permettait d'apaiser des situations qui étaient quand même souvent conflictuelles, que ça permettait en tout cas de mieux comprendre le résultat obtenu, le résultat proposé ou imposé?
Mais j'ai eu la chance au cours des 10 dernières années de faire beaucoup de chambres de règlement à l'amiable. Et dans le cadre de la chambre de règlement à l'amiable, on explique très clairement aux parties ce dont on va avoir besoin, Mhm. comment ça va fonctionner. Et j'ai eu le sentiment, en tout cas, que le fait que les justiciables se rendaient compte qu'ils étaient traités, d'une part, de manière équivalente entre eux, mais surtout qu'ils étaient traités de la même manière que tous les autres Oui, justiciables que nous recevions, eh bien, ça facilitait effectivement un débat plus serein c'est ça. et que l'on arrivait à des accords. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est pas encore beaucoup mis en œuvre parce que je ne l'ai peut-être pas suffisamment euh, souligné ou il n'y a pas suffisamment longtemps que je l'ai mis en évidence, mais PCA permet, grâce à l'indexation du montant de la contribution alimentaire en fonction non pas seulement des revenus des parents, mais aussi en fonction de l'âge de l'enfant, Oui, il y a un taux d'indexation qui peut être défini et qui permet de ne pas devoir revenir systématiquement chez le juge tous les 2 ou 3 ans quand on estime que le montant de la contribution alimentaire n'est plus suffisant. Et donc, cela aussi, ça contribue à pacifier les relations entre les c'est ça. parents Ça donne une solution qui est enfin, qui est valable dans le qui est temps, pérenne, et qui est pérenne sur en euh, effet. jusqu'aux 18 ans de l'enfant, en tout cas. Et puis après ça, euh, l'indexation euh, est modifiée, mais elle persiste simplement sur base des revenus Mhm. des parents. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qui simplifient la vie des justiciables d'abord, mais qui simplifient normalement aussi la vie des avocats et des magistrats. Tout à fait. Alors, comme ce sont là, en effet, les 30 ans de PCA, ben, on a vu que en 30 ans, la pratique du droit de la famille a évolué. Évidemment, les attentes des professionnels également. Et donc, PCA ben, doit rester finalement actuel, doit rester conforme à la législation, doit suivre l'évolution de la jurisprudence et finalement les réalités du terrain. On peut passer un peu peut-être à l'évolution de l'outil sur ces 30 ans et puis finalement également à l'avenir. Quelle est pour toi, quelles ont été les évolutions les plus importantes de l'outil? Mais les évolutions les plus importantes, elles ont eu trait d'abord aux statistiques qui ont été de plus en plus précises et Oui, dont on a pu disposer grâce à la collaboration avec le SPF Économie, et puis les évolutions technologiques. Les évolutions technologiques, ben, je vous ai montré tout à l'heure les petites disquettes oui, DOS. Ça, c'était en 96. 6. En 2000, il y a eu ce qu'on a appelé le bug de l'an 2000 qui a obligé à passer sur Windows et à revoir complètement le logiciel. Oui, Et puis, les évolutions technologiques nous ont permis de, je dirais, affiner la présentation, la prise en compte, l'introduction des données et de rendre l'outil de plus en plus convivial. Et je dirais que quand on voit sur 30 ans le nombre très très limité de questions que les utilisateurs ont été amenés à poser, oui, euh, eh bien, ça montre que l'outil, il est facilement euh, la, appréhendé par la prise en main l'utilisateur. facile, oui, Et donc, c'est aussi un élément, je dirais, qui rassure. oui, Et par ailleurs, ce qui rassure aussi l'utilisateur, c'est qu'il y a un back-office au logiciel et que lorsqu'ils ont une question, ben, en général, dans les 48 heures, au maximum une semaine, ils ont la réponse à leur question. tout à fait. Réponse qui est systématiquement mise en ligne sur la plateforme de façon à ce que tout le monde profite de ce, je dirais, de cet échange. Voilà, après anonymisation, hein, on précise quand même. Je trouve également, moi, que, outre la mise à jour par rapport à la loi, à la jurisprudence, PCA a également évolué avec la société, avec les familles recomposées, avec les... Absolument, PCA est le logiciel qui a le premier, je crois, est toujours le seul à prendre en compte les familles recomposées de manière très claire et très objective et qui tient compte de ces réalités, qui tient compte aussi de l'apport que peut représenter un nouveau partenaire pour l'un ou pour les deux parents, parce que ça augmente la faculté contributive
Absolument. de l'un ou des deux, et tout ça est pris en considération en toute transparence. C'est ça. Et si on se projette maintenant que on était 30 ans en arrière, maintenant on est 30 ans plus tard et on a une baguette magique, on peut faire évoluer PCA comme on veut. Quelles seraient pour toi les fonctionnalités, les évolutions qui sont vraiment prioritaires? Oh, ben, des évolutions, on peut en rêver tout plein. On peut imaginer que PCA soit couplé avec un scan dans lequel on introduirait l'avertissement extrait de rôle, dans lequel on introduirait les différentes données et qu'on n'ait plus à les introduire Oui, manuellement. oui, On pourrait euh, imaginer des statistiques encore plus développées qui permettraient de cerner davantage. Euh, on peut rêver aussi, on peut rêver à l'international, à ce que PCA devienne une plateforme qui permette dans les litiges internationaux. internationaux d'avoir un référentiel accepté. J'ai eu des discussions avec des magistrats français qui sont extrêmement intéressés par l'outil. La question est de voir quelles sont les données Oui, qu'ils peuvent mettre à tout à disposition fait. pour rendre l'outil utilisable en France aussi, par Mm, mm. exemple. Et ça peut être la même chose dans les différents pays qui nous entourent. Oui, Ça, je dirais, le rêve, ce serait oui, effectivement d'arriver à un outil qui permette de régler les situations de manière transversale oui. au niveau européen. Ce serait bien en effet. On va y penser. Et si maintenant, peut-être une dernière question, si tu devais t'adresser à un professionnel qui ne l'utilise pas, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre que c'est vraiment l'outil qui est simple et qu'il va l'aider à mieux faire son travail au jour le jour? Mais la première chose que je lui proposerais, c'est de l'essayer. Parce que je pense que toute personne qui l'a essayé se rend compte de la facilité Mm, mm. avec laquelle PCA travaille. Et de la pertinence des résultats que l'on obtient. Euh, Parce que les montants de budget des enfants sont cohérents, qu'on a apporté aussi, ça j'ai oublié de le dire, on a apporté aussi des améliorations en limitant les revenus qui sont pris en charge, qui sont pris en compte, parce que comme le disaient certains, PCA donnait parfois des montants de contribution alimentaire pour des enfants caviar, euh, Oui, c'est parce vrai. qu'on prenait en compte les très hauts revenus en totalité, et qu'en général, dans la réalité, ben, des très hauts revenus, il y a une part importante du revenu qui peut être consacrée à des dépenses qui n'ont rien à voir avec les dépenses de la famille, qui sont des dépenses d'investissement immobilier, des dépenses d'investissement culturel dans des Mm, tableaux, dans des sculptures, euh, des dépenses de loisirs avec des vacances somptuaires pour toute la famille ou pour les parents. Tout ça, ce sont des dépenses je dirais, qui ne participent pas directement au budget de l'enfant. Et donc, on a apporté les correctifs nécessaires à ce niveau-là. c'est ça. Donc tout ça rend vraiment cet outil extrêmement important pour les professionnels Mais du je droit. pense qu'en tout cas, il rend l'outil, comme tu le disais au tout départ, c'est un outil de référence et c'est un outil, on l'a toujours dit, on ne l'a pas baptisé au départ la contribution alimentaire. On a bien dit proposition de Proposition. contribution alimentaire et même pas la proposition de contribution alimentaire, mais une proposition de contribution alimentaire. Bon, nous avons été suivis 10 ans après par le Gezinsbond qui a apporté des correctifs qui peuvent poser question. Et puis maintenant, il y a une méthode qui se développe en Flandre, mais je dirais qui, à mon sens, n'a pas les mêmes fondements objectifs et scientifiques que PCA. Très bien. Je te remercie beaucoup, Pierre-André, pour cet échange et pour cet éclairage, ce retour sur 30 ans de vie de Mais PCA. merci de m'avoir reçu. Ce que l'on retient, c'est que PCA, ce n'est pas uniquement un instrument technique, c'est un outil qui aide les professionnels à structurer leur raisonnement, à objectiver les discussions et à mieux motiver des décisions qui ont un impact très concret sur la vie des familles. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.